La diffusion vient de démarrer. Ah voilà, c'est Tous ça. les participants sont en mode écoute seul. C'est bon, vous m'avez entendu? Bonjour. Oui, par contre, vous avez lancé la diffusion, donc là, on est en ligne. Ah pardon, excusez-moi. Parce que pour partager l'écran, c'est ce qui m'a été demandé, désolé. Là, mon écran, vous le voyez bien? Oui, c'est bon. Ok. Bonjour à tous, donc bienvenue sur l'atelier. Donc, c'est l'atelier numéro quelques minutes pour que les gens se connectent. Il y a pour l'instant quelques et on commence le webinaire. Donc, sont avec nous Léonie et Florent pendant 1 heure sur donc ce deuxième atelier qui aura pour objet le stress et la charge mentale. Tous les micros sont coupés. Bien entendu, comme d'habitude, vous pouvez poser vos questions sur le module. Et tout d'abord, si tout va bien pour vous. Je laisse la parole à Florent et à Léonie. Je vais commencer peut-être, Nathalie, en attendant les derniers participants à cet atelier. Alors déjà, on est très content. Pardon? Oui, tout à fait, Léonie. Ouais. On est très, très heureux de vous retrouver tous là pour cette nouvelle session d'atelier sur la gestion du stress avec ce volet sur la charge mentale qui s'intègre donc dans le programme Mon Défi Santé avec la plateforme sur laquelle, je vous le rappelle, vous pouvez poser vos questions, même à l'issue pendant cet atelier, mais également à l'issue de ce dernier, si on n'a pas eu le temps d'y répondre pendant l'atelier. Donc moi, je suis Léonie James et je pilote donc Mon Défi Santé pour France Défi depuis le mois de septembre dernier. Bienvenue et voilà, on va co-animer aujourd'hui avec Florent qui va présenter, puis s'il y a des questions qui me viennent, je lui poserai parce que j'en ai déjà plein, rien qu'en évoquant le sujet de la charge mentale. Parfait. Est-ce que tu vois bien le PowerPoint? C'est bon, Léonie? Oui, on voit bien le PowerPoint. Super, ok, parfait. Je me mets en plein écran. Tac. Donc, parfait. Ok, je peux commencer? Léonie, je peux commencer? Oui, je pense que tu peux commencer. Nathalie, tu penses que c'est bon là? Ou on attend Oui, encore un il peu? manque encore des Ouais. gens, Il n'est pas mais tout à fait bon. 13h, il est 12h59. Oui, on va peut-être attendre 13h. Voilà, attendons encore. Ouais, on peut attendre encore 1 ou 2 minutes, il n'y a pas de problème. Il est 13h, je pense qu'on peut peut-être commencer. On a 90 personnes à peu près qui sont en ligne. Ok, parfait. Super, et commençons. Je me mets en plein écran. Ok, et donc bonjour à tous. Je suis donc ravi de vous retrouver pour ce deuxième atelier sur cette fois-ci plus spécifiquement le stress et la charge mentale. Alors je vais me représenter un peu rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui n'étaient pas présents lors du dernier atelier. Moi je fais de la recherche en psychologie cognitive et d'orientation sociale.
à Paris Université Cité. En parallèle, j'ai monté un cabinet pluridisciplinaire dans lequel j'exerce en tant que spécialiste en thérapie cognitive et comportementale. Et en parallèle, je fais du conseil et de la formation dans les entreprises et j'anime entre autres des séminaires ou des webinaires comme celui d'aujourd'hui. Et la particularité de mon parcours, c'est que j'ai été athlète de haut niveau. J'ai joué, on joue pas. J'ai combattu pendant de nombreuses années à haut niveau en boxe pied-point, donc en kickboxing, en full contact, en karaté contact, en boxe française, savate, etc. Voilà, j'ai pu avoir quelques titres nationaux dans ces différentes disciplines et voilà. Et puis comme toute bonne chose a une fin, eh bien j'ai mis fin à mon parcours sportif il y a maintenant déjà quelques années. Et c'est vrai donc que le stress, au-delà de la connaissance théorique, j'ai aussi bien évidemment, notamment quand on mène une vie d'athlète, une connaissance plus que pratique. J'ai plus qu'expérimenté la question du stress dans le cadre de mon parcours sportif. Voilà. Je vous ai mis, pour ceux que ça intéresse, les différents liens pour suivre un petit peu mon actualité. Je vous propose donc de commencer. Et pour ça, je voulais faire un petit rappel du premier atelier. Alors pour rappel, sur ce premier atelier, on avait dans un premier temps donc abordé la question du stress et un peu ses généralités. Et donc on a vu qu'il y avait différentes conceptions un peu du stress. On a vu que ça pouvait être une réaction physique, ça pouvait être en réponse à un stimulus. Et nous, on s'est particulièrement intéressé un peu à l'addition des deux, c'est-à-dire à une conception un peu transactionnelle du stress, c'est-à-dire que c'est un processus qui va impliquer une interaction de l'individu dans son environnement. Et donc, on a vu qu'effectivement, la question environnementale était vraiment essentielle, en plus des éléments intrinsèques qui sont caractéristiques à chaque individu. On a vu aussi que le stress, l'idée de ce premier atelier, c'était un peu de déculpabiliser la question du stress et de le normaliser, que c'était vraiment quelque chose d'important et que ce stress, en fait, il avait une fonction d'homéostasie. L'homéostasie, pour rappel, c'est la capacité d'un organisme vivant à œuvrer pour sa survie, tout simplement, et son autoconservation. Et donc, quand on ressent du stress, l'idée, c'est tout simplement de pouvoir s'adapter à l'environnement, là, le cas échéant, dans lequel on est. On avait vu qu'il y avait aussi 3 étapes dans ce stress, avec notamment cette première phase d'alarme, où on va commencer à libérer de l'adrénaline, il commence à y avoir un certain nombre de symptômes physiques, etc. Mais c'est plutôt une phase, entre guillemets, positive, parce que là, on est vraiment réactif, attentif, etc. Puis après, on va avoir une deuxième phase où le stress va devenir un peu plus prolongé. On va, d'un point de vue hormonal, commencer à libérer un peu plus de cortisol. Et puis, on va commencer à observer certains symptômes qui, là, le cas échéant, peuvent présenter certaines limites. Et on va être assujetti à beaucoup plus d'émotions négatives. Et puis ensuite, la dernière étape vers laquelle il ne faut absolument pas tendre, mais c'est effectivement lorsque le stress en fait, n'a plus aucune fonction positive et tout simplement va devenir destructeur. On va notamment, d'un point de vue hormonal, avoir une libération quasi continue de cortisol et on peut commencer à développer certaines pathologies. Et donc, on avait vu aussi, à la suite de cela, différentes stratégies pour réguler ce stress et l'anticiper dans la mesure du possible. Voilà pour ce petit rappel. N'hésite pas, Léonie, t'interviens à tout moment s'il y a des choses qui te semblent importantes et pertinentes à souligner. Hop là, voilà. Et donc là, aujourd'hui, on va aborder la question de la charge mentale. Alors, c'est vrai que souvent, moi, j'ai souvent entendu, on m'a souvent dit que la charge mentale était majoritairement, que c'était les femmes qui étaient concernées majoritairement par la charge mentale. Alors, pas du tout. J'ai envie de dire que la charge mentale touche tout le monde. Mais il faut aujourd'hui souligner que effectivement beaucoup de femmes peuvent encore aujourd'hui être atteintes entre guillemets et touchées plus par la charge mentale parce que on observe, les études le montrent, qu'il y a encore aujourd'hui une inégalité dans la répartition des tâches de la vie quotidienne et qu'aujourd'hui les femmes assument et assurent en plus de leur activité professionnelle un certain nombre de tâches dans l'éducation des enfants et dans la gestion du quotidien
qui est plus importante que celle des hommes. Il y a même des sociologues qui disent que c'est presque une double carrière, quoi. C'est-à-dire à la fois la carrière professionnelle et puis à la fin la gestion du quotidien. Donc ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que la question de la charge mentale n'est absolument pas genrée. Elle est absolument pas en lien avec des questions de sexe et ça touche tout le monde. Je vous ai proposé cette petite définition de la charge mentale avec deux choses vraiment importantes à distinguer, c'est-à-dire d'abord la charge physique, d'accord, repérable notamment avec au travers de la mobilisation du corps, d'accord, notamment pour ceux qui ont une activité physique importante, et on verra juste après sur comment identifier les symptômes de cette charge mentale, notamment par le corps. Et donc il va y avoir une dimension cognitive caractérisée par l'intensité on va dire, du traitement cognitif mis en œuvre par un individu pour effectuer une tâche. Donc, en gros, effectivement, en fonction de la complexité de ce qu'on a à faire, eh bien, on va investir plus ou moins d'énergie et donc plus ou moins d'énergie dans ce qu'on est amené à faire. Donc, ça, c'est vraiment important aussi. Je prends un exemple assez simple. Quand vous êtes en train d'apprendre à conduire, eh bien, au début, ça demande un coût cognitif très très fort. C'est même relativement épuisant. On sort d'une heure du conduite, on a l'impression que de faire appel à des processus conscients qui sont pas automatisés, on n'arrive pas à gérer ce qui se passe autour de nous et on est épuisé, quoi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le temps est assez limité quand on conduit sur les premières heures. Et puis, au bout d'un moment, on arrive et on va automatiser. Et donc, la question de la charge mentale, elle peut se poser aussi lorsqu'on est dans un processus d'apprentissage ou quand on est dans des situations où on maîtrise plus ou moins bien certaines activités ou certaines tâches. Et puis ensuite, il va y avoir aussi une dimension psychique, d'accord, qui va renvoyer notamment aux aspects affectifs et émotionnels. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire que la charge mentale, c'est pas simplement juste une clé USB où on peut stocker plus ou moins de données. Il va y avoir aussi une dimension physique, une dimension cognitive, et puis bien évidemment une dimension émotionnelle. Voilà. Un peu comme une notion de temps de cerveau disponible, enfin d'espace disque disponible de notre cerveau, et il y a surcharge quand il n'y a plus de place, en fait, comme dans l'ordinateur. Voilà, exactement, c'est ça. C'est un peu comme si vous aviez une clé USB ou un disque dur et en fait, la clé USB, elle va avoir une capacité de stockage qui est limitée. Et si vous stockez trop de choses et que vous en enlevez pas au fur et à mesure, eh bien, en fait, au bout d'un moment, la clé USB, il va plus y avoir de place dessus. Bon, ça, c'est une vision assez cognitiviste des choses, c'est-à-dire on voit un peu le cerveau comme un ordinateur. Mais derrière, bien évidemment, il y a toute la dimension émotionnelle et la dimension, bien évidemment, physique et aussi relationnel. Parce qu'effectivement, on le verra juste après, une charge mentale, ça va induire bien évidemment du stress et ça va plus ou moins impacter notre qualité de travail si celle-ci est mal gérée et aussi bien évidemment nos interactions avec nos collaborateurs et notre environnement. Est-ce qu'à ce stade, il y a déjà des questions de la part de nos participants nombreux? Je vois, maintenant, on a dépassé largement les 120. Il n'y a pas de questions pour l'instant? Ouais, n'hésitez pas, hein, moi, j'ai pas de visibilité, mais Léonie pourra répondre, me dire quand il y a une question. Hop. Alors, j'arrive pas à passer le slide. Est-ce que ça va être bon là? Voilà, très bien. Alors, donc là, la charge mentale, vous verrez ici, là, à ce niveau-là, vous avez ce qu'on appelle là en bleu la mémoire de travail. Et cette mémoire de travail, en fait, ici, là, juste devant, c'est l'espace de travail mental qu'on utilise en fait au cours d'une activité. Cette zone de notre cerveau, en fait, elle permet de maintenir, de trier, de manipuler si besoin des informations pendant en fait une durée assez courte. Le temps de les assimiler et de résoudre le problème. Au-delà en fait de cette durée très très courte, l'information disparaît de cette zone si notamment elle n'est pas répétée. Donc en gros, on reprend l'analogie de ma clé USB, vous allez stocker des fichiers sur une courte durée, vous savez qu'au bout d'un moment, ces fichiers, vous allez pouvoir les effacer parce que vous n'en aurez pas d'utilité. Ce qu'il faut savoir, pourquoi je vous ai mis ce petit schéma du cerveau, c'est que le cerveau, en fait, il est plastique. C'est-à-dire que là, on va parler
la mémoire de travail, donc qui va être sollicité quand vous êtes amené à justement à gérer des tâches qui ne nécessitent pas d'être retenues dans la durée. Mais vous allez aussi avoir bien évidemment toutes les zones du cerveau qui vont être plus ou moins activées. C'est pas juste une zone qui s'allume, c'est aussi toutes les zones qui sont mobilisées. Donc il y a les aires émotionnelles, les aires visuelles, etc. en fonction de la tâche que vous êtes en train d'accomplir. C'est vraiment important de comprendre que le cerveau est plastique. Et avant, il y avait des théories localisationnistes. Vous avez certainement déjà entendu l'expression avoir la bosse des maths, parce qu'on pensait vraiment à l'époque qu'on avait voilà, des capacités en mathématiques et que voilà, on avait une capacité de résolution des problèmes ou autres plus forte. Absolument pas, en fait. Ce qui fait qu'on va être plus ou moins bon en maths, ça dépend de son environnement, de son éducation, de la manière dont on a été stimulé. Alors, il y a certainement des facteurs intrinsèques aussi, bien évidemment, qui vont être plus ou moins développés par l'environnement. Voilà. Mais comprenez vraiment qu'il y a cette dimension vraiment plastique globale, d'accord, et que cette petite zone-là, qui est la mémoire de travail, eh bien, elle va vous permettre de trier, manipuler. Voilà, où est-ce que j'ai mis je pose mes clés, tiens, elles sont là, et puis une fois que je sais où est-ce qu'elles sont, voilà, où est-ce que j'ai envoyé, j'envoie ce mail-là, une fois que j'ai envoyé le mail, je passe à autre chose, etc. Donc, c'est vraiment cette question de flux. Donc là, voilà, je vous ai mis ce petit schéma qui permet en fait de mieux comprendre qu'effectivement, il va y avoir des informations qui vont rentrer. Et en fait, cette temporalité assez courte, hein, elle est fondamentale parce qu'en fait, elle permet un traitement de l'information au fur et à mesure qu'elle nous parvient. Parce que l'espace, tout simplement, est limité. Donc, ça va être indispensable pour suivre le fil d'une conversation ou d'un texte, ou pour élaborer, comparer différentes idées, résoudre des problèmes. Cette zone, en fait, elle va vous permettre vraiment à la fois de maintenir un message suffisamment longtemps pour le délivrer et de façon suffisamment courte pour pouvoir intégrer la réponse de notre interlocuteur. Donc, c'est pour ça que des fois, quand vous êtes en conversation avec un collègue ou avec des proches, eh bien, vous allez discuter de quelque chose et puis, peu de temps après, vous allez l'oublier. Parce que cette information, elle n'a pas été répétée et elle va être stockée sur votre mémoire de travail. Et puis, une fois que vous avez utilisé l'information dont vous aviez besoin, eh bien, vous allez la mettre, vous allez, entre guillemets, la mettre de côté et pas avoir nécessité de la conserver. Donc, c'est normal des fois de se dire, tiens, tu m'as dit quelque chose, désolé, j'ai oublié. Il n'y a rien de grave. C'est pas parce qu'on ne vous écoute pas ou c'est pas parce que vous avez des problèmes de mémoire. On est vraiment là sur de la mémoire à très court terme. Après, il va y avoir d'autres types de mémoire, avec notamment des mémoires à plus long terme. Mais ça va engager des processus qui sont un peu différents. D'accord ? En quelque sorte, la mémoire de travail, elle s'allège au fur et à mesure toute seule de son activité pour une bonne fluidité dans son fonctionnement. Et donc, vraiment, l'idée, c'est d'éviter l'encombrement des idées. Ça va jusque-là ? N'hésite pas, Léonie, s'il y a des points sur lesquels si tu vois des questions ou autres, n'hésite. Oui. Pour l'instant, ça va. Ouais, super. Et vous allez commencer à avoir en fait une charge mentale qui va commencer à apparaître quand le flux d'informations devient un peu trop important. Alors, effectivement, qu'est-ce qu'on peut faire pour la gérer, cette charge mentale ? Donc, imaginons que vous ayez... Attends, j'ai déjà une première question. Ouais. Parce que je ne sais pas si on va le voir après ou pas, mais Bien sûr. Comment est-ce qu'on sait qu'on a un problème de charge mentale ? Ouais, c'est là, j'y viens juste après. C'est le slide juste après, donc je vais y répondre. Ouais, tout à fait. Et je vais commencer à y répondre un petit peu là. En fait, on peut commencer à se rendre compte qu'on a un problème de charge mentale quand le flux d'informations devient trop important. D'accord ? On commence notamment à avoir des déperditions d'informations. Et donc, quand on arrive, voilà, on a des difficultés à gérer le flux d'informations. C'est un peu comme si, je vous donne un exemple, vous recevez des mails, plusieurs mails, et vous avez vos pop-up qui sonnent, vous avez votre téléphone, et en plus, vous avez un collègue qui vient et qui vous parle. Vous voyez ? En fait, là, ça fait beaucoup trop d'informations. Vous n'avez pas le temps de les traiter et vous n'avez pas le temps derrière d'avoir le comportement correspondant. Donc là, il commence à y avoir un flux d'informations entrant beaucoup trop important pour votre disque dur en quelque sorte. Et donc, il commence à y avoir de la déperdition d'informations. Et donc, vous avez deux possibilités. Vous pouvez accélérer le flux d'informations, quand c'est possible. Vous pouvez le stopper, mais c'est pas toujours possible. Des fois, on peut pas le stopper. Et donc, il va falloir utiliser d'autres stratégies. Et
on verra juste après les stratégies qui s'offrent à nous pour pouvoir gérer cette charge mentale. Et bah, pour répondre à la question donc de la personne, donc il y a plusieurs points. Donc, pour savoir si on est en charge mentale, déjà la première des choses à faire, c'est évaluer les indices physiologiques. Je vous renvoie au premier atelier qu'on avait fait la dernière fois, donc il y a 2-3 semaines maintenant. On avait travaillé notamment sur cette nécessité de pouvoir évaluer les indices physiologiques, donc évaluer ses sensations physiques. Souvenez-vous l'exercice qu'on avait fait, je vous avais fait fermer les yeux et je vous avais demandé d'évaluer le niveau de tension que vous pouviez ressentir dans différentes zones du corps, de 0 à 5, en partant de la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne. Et l'idée, c'était d'être plus conscient de ces ressentis physiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, on a un petit peu tendance à évaluer ses tensions physiques, son stress ou sa charge mentale. Je vais prendre l'analogie, peut-être que j'avais pris cette même analogie la dernière fois lors de l'atelier, sur la question de la baignoire. En fait, vous avez l'eau du bain qui monte, et si vous cherchez à vider la baignoire quand elle déborde, c'est déjà un peu trop tard. Vous voyez, ce qu'il faut savoir, c'est que, notamment de par nos activités modernes, on gère plein d'informations à très court terme. Et donc, il va être essentiel de comprendre que ça va impacter bien évidemment nos sensations physiques. Donc ça, c'est un premier point. Donc le niveau de tension physique dans la tête, dans les épaules. Alors chacun va plus ou moins avoir des zones du corps qui vont se tendre quand on commence à avoir un peu de charge mentale et de stress, bien évidemment. Ok. Mais ne pas attendre d'avoir le dos bloqué ou de ressentir des douleurs majeures. L'idée, c'est d'essayer de s'entraîner, comme on l'avait vu la dernière fois, à évaluer plus en amont ses sensations physiques. Je crois qu'il y a aussi un sujet qu'on n'avait pas vu la dernière fois, mais de personnes qui ne respirent plus très bien lorsqu'elles sont soumises à un stress fort, qui sont un peu en apnée tout le temps ou qui voilà. Et donc ça fait partie des symptômes qu'on n'avait pas eu le temps de voir la dernière fois, ce sujet de en fait penser à respirer tout simplement, ne pas vivre en apnée. Exactement, ouais, tout à fait, ouais. D'ailleurs, ça fait partie du bas de la pyramide de Maslow, hein. De manger, boire, respirer, avoir des rapports sexuels. J'y rajouterais même avoir une activité physique. Mais donc vraiment le bas de la pyramide de Maslow. On peut ne pas manger pendant plusieurs jours, on peut ne pas boire pendant plusieurs jours, on peut même ne pas dormir pendant un certain temps. Par contre, respirer, même si on est un champion d'apnée, ça dure pas longtemps. Donc effectivement, ouais, tout à fait, Léonie. Il y a ces sensations, ces tensions physiques, et puis un indice quand même majeur, c'est d'être en conscience de sa respiration. Et d'ailleurs, on avait fait quelques exercices de respiration en ce sens. Donc d'oxygéner son métabolisme, ça c'est vraiment quelque chose d'essentiel, de prendre conscience que là, je suis en train de bloquer ma respiration. La deuxième étape aussi, quand on commence à avoir beaucoup de charge mentale et donc de stress, eh bien on va avoir un niveau d'irritabilité, plus de difficulté à gérer ses émotions. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails des émotions, mais vous avez des émotions de base comme la colère, la tristesse, la peur, la joie. Vous avez le dégoût, la surprise. Voilà, vous avez ces différentes émotions. Et puis, il y a même des modèles qui disent qu'il peut y avoir de la coexistence émotionnelle. Des fois, on peut être en colère et puis des fois, on peut avoir peur aussi. Puis on peut être en colère et puis on peut être triste aussi. Donc des fois aussi, ces émotions, elles se mélangent. Et on se rend compte que quand on a de la charge mentale, eh bien, on va perdre un peu en lucidité peut-être et on va avoir plus de difficultés à réguler son état émotionnel et aussi à pondérer ses comportements. On va avoir un niveau d'irritabilité peut-être un peu plus élevé, par exemple, avec ses collègues, avec son environnement. Donc voilà, ça c'est aussi un deuxième indicateur de la charge mentale et du stress. On peut aussi avoir des difficultés à se concentrer et on peut aussi avoir une problématique pour mémoriser. Donc là, sur, on va dire, la mémoire à moyen long terme, d'accord, pour se rappeler d'un certain nombre d'informations. Mais puisque effectivement, je vous rappelle, pour que ça s'inscrive dans la durée, que ce soit mémorisé, il y a besoin que quelque chose soit répété. J'aime bien prendre cet exemple dans la question de la mémorisation et de la compréhension. Pour ceux qui ont des enfants, il est probable que vous ayez des enfants en bas âge, peut-être qu'on voulu regarder à plusieurs reprises, je ne sais pas, La Reine des Neiges, au point que
la chanson délivrée, libérée, ça vous est rendu fou. Et pourquoi ils veulent la regarder plusieurs fois? Parce qu'en fait, souvent dans ces dessins animés, il y a plein d'apprentissages, il y a plein de moyens, plein de choses à comprendre, et donc ils veulent les regarder à plusieurs reprises, parce que voilà, ils redécouvrent des détails, un peu comme quand on relit un bouquin, quelques temps plus tard, on va se rendre compte et faire attention à des détails différents. Et donc pour retenir quelque chose, il faut que ce soit répété. Et donc, ça, c'est hyper important pour vous, déjà, c'est qu'on n'apprend pas comme ça quelque chose et on ne le retient pas comme ça. La mémorisation, ça se passe par la répétition, par l'exercice, et pareil, par des répétitions à court terme et puis qui s'inscrivent un peu dans la durée. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. On ne retient pas quelque chose parce qu'on nous l'a dit une fois, mais on l'a retenu aussi parce qu'on l'a pratiqué. Donc ça, c'est hyper important pour ses enfants, mais aussi pour soi, pour le déculpabiliser. Et puis, euh, pareil, la dimension émotionnelle dans la mémorisation, c'est très important. Ok, il y a un vrai lien entre émotion et capacité à mémoriser les choses. Et pareil sur la concentration, si effectivement vous êtes envahi par la charge mentale, par ce flux d'informations qui est trop important et difficile à gérer, eh bien naturellement vous allez avoir plus de difficultés à vous concentrer. Alors, petite parenthèse sur votre quotidien, moi vraiment je vous encourage sur les questions de la concentration et pour limiter votre charge mentale à réduire le plus possible tous les pop-up, tous les mails, toutes les notifications dans la mesure du possible. Ça, c'est hyper énergivore et vraiment, vraiment, vraiment consommateur en termes, vous voyez là par exemple, je viens d'en avoir un, ça vient de me perturber, je ne l'ai pas coupé. Et donc, c'est vraiment consommateur d'énergie. Et donc, quand vous avez une tâche importante à faire, sachez que, vous verrez là, juste après on va enchaîner avec l'attention, c'est compliqué de switcher de quelque chose. Vous voyez là, si ça m'arrive plusieurs fois, et ben ça va me perturber, surtout que là je fonctionne sans notes, donc ça va perturber ma concentration et si c'est répété dans la journée, ça va avoir un coût cognitif de regarder et de revenir. Et donc ça consomme de l'énergie. Oui, alors un bon moyen, c'est par exemple quand on installe une application sur son smartphone, c'est de refuser systématiquement que l'application nous envoie des notifications. Alors, on a peut-être une petite déperdition d'infos. Je ne parle pas d'activité professionnelle, bien souvent. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, il y a des gens qui ont décidé de faire des travaux juste en face Ouais, ouais, avec des sites circulaires. Bon, si vous m'entendez, ça va. ouais, très bien. Ça rajoute à ma charge mentale. Et je ne peux pas les arrêter. Mais oui, donc de refuser les notifications, de retourner l'écran, tout simplement retourner son smartphone ou le mettre sur un meuble plus loin quand on a besoin de se concentrer sur quelque chose, y compris dans sa vie privée. Ça peut être se concentrer sur une discussion avec un membre de sa famille ou autre. Mais en fait, je pense qu'il faut y avoir, tu me diras peut-être tu iras peut-être plus loin, mais une action volontaire de notre part pour ne pas être pollué. En fait, ça ne peut pas être je décide d'ignorer puisqu'il y a une part involontaire dans cette attention qui nous est volée par toutes ces sollicitations toutes les 5 minutes, quasiment, quoi. Ouais, tout à fait, exactement. Ouais, ouais, non, mais je te rejoins complètement parce qu'en fait, il est complexe d'inhiber, d'accord? En fait, on peut inhiber des informations, mais le cerveau va quand même les traiter, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, c'est pour ça même qu'il y avait eu pendant un moment des gens qui parlaient de la pollution visuelle au niveau de la publicité. Qui fait attention à la publicité sur YouTube ou la publicité dans les transports en commun ou qu'on peut avoir dans la rue? Vous me direz non, consciemment, mais il y a quand même le traitement d'informations. Et on sait qu'aujourd'hui, en marketing, on va utiliser certaines stratégies et certains biais auxquels le cerveau peut être assujetti. Voilà, c'est du temps d'attention. Donc, quand on reçoit un pop-up, quand on va avoir des mails, etc., si effectivement il n'y a pas une action de sa part, même si vous dites non, non, c'est bon, j'arrive à l'inhiber, votre cerveau va quand même le traiter. Et ça va avoir un coût assez conséquent. Donc, tout ça, ça joue pour organiser votre planning de travail, etc., pour le gérer au mieux. Et donc, j'en viens à la deuxième, à l'autre slide, qui va être effectivement la question en fait de l'attention, tout simplement, de l'attention. On dit souvent qu'est-ce que c'est que la concentration? La concentration, ça ne veut pas dire grand-chose. Nous, on va plutôt s'intéresser à ce qu'on appelle l'attention soutenue, c'est-à-dire la capacité à maintenir sa concentration sur une tâche pendant une longue durée de temps. Et puis, il y a d'autres formes d'attention. On peut avoir une attention alternée, passer d'une tâche à l'autre. Mais ça, par exemple, passer d'une tâche à l'autre, ça a un coût très fort. Vous êtes sur un mail,
important ou d'un dossier important, vous avez un collaborateur qui vient discuter avec vous, vous revenez, donc vous quittez votre dossier pour discuter avec votre collaborateur, donc vous allez alterner votre attention. Si vous répétez ça, il est fort probable que ça a un coût. D'ailleurs, on peut le ressentir. Des fois, on met même quelques temps avant de revenir dans le dossier. Donc, ça a un vrai coût, ou même si on a un collaborateur, il dit attends, redonne-moi le contexte, là je l'ai pas, etc. Donc ça aussi, il faut être très très attentif, très attentif. Et si vous travaillez sur des sujets importants, il ne faut pas hésiter à le signifier à son environnement dans la mesure du possible, à fermer son bureau et s'accorder des plages où vous n'êtes pas dérangé. Ça, c'est vraiment, vraiment essentiel. Je me souviens, j'avais fait une mission il y a quelques temps où j'avais accompagné une équipe de direction et l'un des enjeux pour un directeur d'une banque privée, c'était de réussir à s'autoriser à fermer 2 heures par jour la porte de son bureau parce qu'il était tellement disponible pour ses équipes qu'en fait, au final, il était plus disponible pour lui et ce qu'il avait à gérer. Et ça avait un coût pour lui de charge mentale. Alors, il a fallu déconstruire un petit peu certaines choses, mais vous voyez, c'est pour vous dire que des fois, il est vraiment essentiel de s'autoriser cela. Sur la question de l'attention. Ouais. Pardon. Je lis sur ton slide que la durée moyenne d'attention soutenue est de 20 à 40 minutes. Est-ce à dire que on recommanderait à tout un chacun de faire des pauses toutes les 40 minutes? Ouais, c'est ça. Alors, j'ai regardé un peu sur. C'est souvent. Ouais, ça fait beaucoup, effectivement. Ça fait peut-être même trop. En fait, j'ai regardé ce que disait la littérature et il n'y a pas vraiment de consensus en fait sur cette durée. C'est pour ça que ça passe du simple au double dans ce que je vous propose. Il faudrait demander à un spécialiste de l'attention. J'ai pas eu le temps de consulter mes collègues chercheurs sur ce sujet-là, mais j'ai regardé ce que disait la littérature, donc c'est assez variable. Et puis, je le précise, ça dépend pas mal de facteurs. Ils ont des facteurs extrinsèques, donc l'environnement, et puis des facteurs intrinsèques comme la motivation. Alors, qu'est-ce qui fait que des fois on peut rester focus pendant 2 heures et on se rend pas compte du temps qui vient de passer parce qu'on est. Oui, par exemple, quand on va à la fac, on a des devoirs sur table qui peuvent durer 4 heures ou même plus, quoi. Et on est bien obligé d'être concentré pendant 4 heures. Voilà, exactement. Alors, vous allez pendant ces 4 heures avoir des moments un peu de fluctuation, où vous allez sortir, etc. Vous allez boire, vous allez vous étirer, etc. Mais globalement, on peut avoir une attention soutenue parce qu'il va y avoir un stress très important ou une motivation très importante inhérente aux enjeux de l'examen. Vous avez un dossier très important à rendre avec une deadline, etc. Là encore, vous allez pouvoir mobiliser. Mais en termes d'énergie, ça a un coût très, très fort. Ça a un coût très, très fort. Et puis, il y a l'autre aspect qui va favoriser votre capacité de concentration, c'est l'environnement. Est-ce que vous êtes en open space? Est-ce que vous avez beaucoup de distracteurs visuels, etc. Donc, il faut tenir compte de tout ça. Et enfin, une autre dimension, là, on parle de la motivation, mais on peut parler aussi des émotions. La dimension émotionnelle, si on a beaucoup de stress, si on est, on a une mauvaise nouvelle ou autre, eh bien, on va avoir une capacité de concentration qui est beaucoup plus faible. Donc, vous voyez, il n'y a pas de chose absolue, mais quoi qu'il en soit, pour rejoindre ce que tu dis tout à fait, Léonie, il est essentiel de faire des pauses régulières. Ça, c'est vraiment essentiel. Et on y viendra juste après, je vous préciserai un peu le cadre. Hop. Alors, la charge. Pardon, s'il y a des questions, surtout n'hésitez pas sur la concentration, sur l'attention, sur la durée de la concentration. Voilà, si vous avez des questions, vraiment lancez-vous dans le chat. On est là pour y répondre. Exactement. Donc, qu'est-ce qui se passe donc quand il y a de la charge mentale? J'en reviens au premier atelier. Eh bien, tout simplement, on va commencer à ressentir du stress. On va passer par l'étape 1, l'étape 2, et il faut être attentif pour ne pas arriver malheureusement à la dernière étape. Donc, quand la charge mentale s'inscrit un peu trop dans la durée, eh bien, on va commencer, quand il va y avoir un flux d'informations trop important qu'on n'arrive plus à gérer, eh bien, on va commencer tout simplement à avoir du stress et à passer par les différentes étapes. Donc, c'est, comme on le disait, une réaction normale, mais c'est l'une des conséquences de la charge mentale quand le flux d'informations est trop important. Alors, les stratégies qui s'offrent à nous, je vais vous proposer, vous le savez, c'est important d'avoir des petits skills. Je me suis amusé un peu à aller regarder ce que disait la littérature sur certains exercices de respiration et j'en ai retrouvé une très récente. Vous m'excuserez, j'ai oublié de mettre la date et je crois qu'elle est 2022 cette étude.
Et en fait, là, ça va être un petit exercice de respiration que je vais vous proposer, qui est assez intéressant parce que il a un cycle un peu particulier et il va vraiment apporter par rapport à d'autres stratégies de respiration classiques ou voire même de pleine conscience, de méditation qu'on abordera juste après, avoir en tout cas dans leur étude des résultats assez efficients. En fait, c'est ce qu'on appelle un contrôle intentionnel de la respiration, avec un schéma respiratoire un peu particulier. C'est très très simple. En fait, il s'agit, et je vais vous proposer qu'on le pratique là, c'est assez simple. Vous allez inspirer, et là, souvent, on pense qu'on a déjà les poumons pleins. Mais en fait, on peut en rajouter encore un peu. Donc, on va faire une deuxième petite inspiration. Donc, ça donne ça. Et je vais souffler longuement. On va le refaire. J'inspire. Et je souffle. Donc, si vous êtes d'accord, ça va contribuer à oxygéner votre métabolisme, à oxygéner votre cerveau, à réguler le stress et certainement réduire aussi en faisant une pause, hein, notamment la charge mentale. Donc, je vais vous proposer de vous installer confortablement. J'avais proposé la dernière fois à ceux qui le souhaitaient de se mettre debout, ils peuvent, s'ils le souhaitent. Vous pouvez rester assis, comme vous le sentez. Je vais vous inviter ensuite à fermer les yeux et inspirer. Une deuxième fois et souffler longuement. Respirez normalement. Et une nouvelle fois, vous allez inspirer. Une deuxième fois. Et soufflez longuement. Respirez naturellement. Peut-être que vous pouvez avoir pour certains un peu la tête qui tourne, les épaules qui s'abaissent. Une nouvelle fois, inspirez. Une deuxième fois. Et soufflez. Respirez naturellement. Une nouvelle fois, inspirez. Une deuxième fois. Et soufflez. Respirez longuement. Expirez longuement. Respirez naturellement. Une dernière fois, inspirez. Une deuxième fois. Et soufflez longuement. Respirez naturellement. Toujours en gardant les yeux. L'idée d'un exercice comme celui-ci, là, on l'a fait sur 1 minute. Mais ce serait de pouvoir le pratiquer dans cette étude. Ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir le pratiquer 5 minutes par jour. Si 5 minutes, ça vous paraît beaucoup, vous pouvez faire 2 minutes, 3 minutes, c'est vous qui voyez, et répéter dans la journée, ça aura les mêmes effets. Vous pouvez ouvrir les yeux. Et ce qui est intéressant... Pardon, j'ai une question, Florent. Ouais, bien sûr. Est-ce que le but à l'inspiration, c'est de vraiment prendre le maximum d'air qu'on peut ou pas? Ouais, tout à fait. Et en fait, on se rend compte que on peut en rajouter un petit peu. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé des apnéistes qui font un peu la carpe. Alors nous, on ne fait pas la carpe, mais ils essaient de se gonfler au maximum. Donc nous, on fait ça. Là, on croit que je suis à fond, mais je peux encore en rajouter un peu. Et je peux souffler derrière. Et donc, en fait, qu'est-ce que vous faites? Vous avez une respiration contrôlée. Donc, vous êtes concentré sur votre respiration et vous avez une optimisation de l'oxygénation. D'accord? Et ça va réduire le tonus sympathique, hein, au niveau de votre corps. Et on se rend compte que ça a vraiment des effets bénéfiques sur l'humeur. Ça, c'est important, sur l'humeur. Donc, l'idée, c'est celle-ci. C'est vraiment d'avoir une respiration contrôlée et une oxygénation maximale de son métabolisme. Et là, dans ton schéma, c'est donc le premier qui s'appelle Physiological Saiging. Saiging, Ouais, exactement. je ne sais pas comment on dit. Saiging. Si je crois que c'est ça, Saiging, ouais. Saiging ou Saiging, je sais plus. Saiging, je dirais. Ouais, tout à fait, c'est celui-ci. Ouais, je sais pas si vous voyez bien ma souris. En fait, ils ont fait une étude comparative où ils comparaient une respiration un peu classique et avec avec des techniques de respiration classique avec de la pleine conscience. Et il s'est rendu compte que celui-ci, effectivement, avait un effet salvateur. Vous voyez, avec
cette respiration qui se fait un peu en deux fois. Donc, il demande vraiment de la concentration, de l'attention et une optimisation de l'oxygénation. Donc, faire rentrer un maximum d'air et on expire, on le voit d'ailleurs dans le schéma, on expire un peu plus longuement. Voilà, pour la première. Et donc, les autres exercices sont pas forcément intéressants, c'est ça? Non, ils sont intéressants. En fait, ce qu'ils disent, ouais, tu as raison de me poser la question, c'est très juste. Ils vont être aussi très efficaces dans l'étude. Simplement, ils se sont rendus compte qu'ils avaient des effets significatifs sur l'humeur qui étaient plus importants avec cette technique de respiration qu'avec les autres. Mais D'accord. il y a quand même des effets. Là, ils ont en fait aujourd'hui, toutes ces techniques de respiration, de méditation, où aujourd'hui on va employer le terme méditation, mais il n'y a pas forcément une dimension ésotérique ou spirituelle. Il y a juste des dimensions cognitives, vous voyez. Et ben en fait aujourd'hui, euh, l'hypnose par exemple, qui peut se rapprocher d'une forme de méditation en quelque sorte, pour la majorité des chercheurs, tous ces aspects-là, c'est quelque chose de très naturel, qui est documenté scientifiquement. Et donc, là où pour le grand public, il peut y avoir encore la nécessité de se dire ça marche, nous, on n'en est même plus à dire est-ce que ça marche. On est en train de comparer les différentes techniques qui sont utilisées. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a vraiment la nécessité d'acculturer, je pense, les Français sur ces sujets-là parce que c'est des compétences à part entière et il n'y a rien de farfelu ou de New Age là-dedans, en fait. Aujourd'hui, c'est hyper bien documenté scientifiquement et aujourd'hui, nous, on est à comparer les différentes techniques entre elles pour voir quelles sont les plus efficaces pour les gens. Et la technique qui est très citée souvent, qui est très à la mode en ce moment, c'est, comment elle s'appelle? Il y a 4, 7, 8 ou un truc comme Ouais, ça. c'est ça, voilà, exactement, ouais. En fait, tu as plusieurs techniques où tu vas compter, avoir une inspiration de 4 secondes, tu vas rester en rétention, par exemple, pendant 4 secondes, tu vas expirer sur 4 secondes, garder les poumons vides 4 secondes. Ça, c'est la respiration en carré. Et puis, des fois, il y en a qui vont inverser, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une inspiration un peu plus un peu plus courte, avoir une rétention assez courte, et puis une expiration très, très longue, par exemple. Donc, en fait, pareil, en fonction, d'ailleurs, on le voit, là, ils vont proposer d'inspirer pendant un temps, d'avoir une petite rétention et d'expirer pendant un temps plus court. Voilà, tout ça, pareil, c'est différentes techniques, différentes approches. C'est aussi après, ce qui est intéressant, c'est au-delà de ce qui est documenté scientifiquement, c'est à vous aussi de l'expérimenter, voir ce qui est utile pour vous, qu'est-ce qui fait sens et qu'est-ce qui vous fait du bien. Parce que au-delà de ça, c'est comment vous le vivez vous dans votre quotidien et qu'est-ce qui est salvateur pour la gestion de votre stress et votre charge mentale. Donc, je ne pourrais que vous dire d'expérimenter, de vous saisir de ces outils, au-delà bien évidemment des concepts, et d'expérimenter et voir ce qui vous fait du bien. Oui, je pense que c'est important que tu insistes sur le côté des exercices de respiration. On en entend beaucoup parler. Ça peut paraître un peu léger par rapport à la lourdeur du poids de cette charge mentale, du niveau de stress qu'on peut atteindre. On peut se dire que c'est finalement insuffisant pour faire baisser son stress. Et je pense que c'est très important d'insister, comme tu viens de le faire, sur le fait qu'il y a certaines techniques qui ont été démontrées comme étant efficaces par des études scientifiques publiées dans des revues très Oui, internationalement reconnues et que ça n'a absolument rien d'ésotérique ou de farfelu, ça fonctionne et en fait c'est une discipline envers soi-même, un cadeau qu'on se fait à soi-même, de se dire ok, 5 minutes par jour, je fais ça et en fait ça va me permettre de mieux réguler ma charge mentale, mon stress, plutôt que de maugrer toute la journée parce que j'ai trop de charge mentale et de stress. En fait, la première chose à faire, c'est d'abord les exercices avant de rouspéter. ouais, voilà, exactement. Ouais, ça, c'est vraiment, vraiment un point qui est important. Et c'est l'idée aussi de ces webinaires, c'est d'acculturer sur ces sujets-là, en fait. C'est vraiment, vraiment important, quoi. Ouais, ouais, non, ouais, l'hypnose, par exemple, on opère des gens sous hypnose aujourd'hui. Moi, il y a des gens qui, alors ils sont pas totalement sans produits anesthésiants, mais en tout cas, on va grandement les réduire pour ceux qui peuvent avoir des problèmes de santé. On va les opérer sous hypnose. C'est des fois des opérations lourdes, donc on va réduire la quantité d'anesthésiants et ils vont être conscients et c'est pas l'opérateur, l'anesthésiste est formé à l'hypnose et accompagner son patient pendant toute la durée de l'opération et c'est hyper bien documenté. J'ai d'ailleurs un de mes collègues chercheurs qui travaille là-dessus sur l'hypnose et la douleur.
Alors là, je vais vous en Et l'hypnose, elle peut être intéressante dans la gestion du stress, Florent? Ouais, ah ouais, moi je pense que ça peut être intéressant. La difficulté de l'hypnose, c'est qu'on fait appel à un à une tierce personne. On fait appel à une tierce personne et donc si vraiment, vraiment on a besoin d'aller voir un professionnel, un hypnothérapeute ou un psychologue qui fait de l'hypnose ou un thérapeute, enfin quelle que soit l'obédience thérapeutique, ouais, ça peut vraiment être salvateur. Après, l'idée, c'est quand même que vous soyez autonome. Euh, donc, l'hypnose, ce que je pourrais reprocher à l'hypnose, c'est qu'on est un peu passif. Vous voyez? Et on peut faire de l'auto-hypnose aussi, hein. On peut faire de l'auto-hypnose. Il y a plein de techniques d'auto-hypnose qui marchent très très bien. D'ailleurs, si ça vous intéresse, au troisième atelier, on pourra les aborder. Vous auto-hypnotisez, c'est très simple à faire. Ça On va marche. tous s'auto-hypnotiser. Non, mais voyez, par exemple, les athlètes qui font le tour du monde en bateau, ils ont des temps de sommeil très courts et ils sont formés certains s'auto-hypnotisent pour faire des micro-siestes pour optimiser leur récupération parce qu'ils ont des temps de sommeil qui sont saccadés. Ils ont besoin d'avoir des temps de récupération et donc rentrer dans cet état un peu de conscience modifiée, très courte, où ils vont programmer, entre guillemets, le cerveau pour réussir à s'endormir, entre guillemets, et à essayer de récupérer pendant voilà, le tour du monde qu'ils sont en train de faire, par exemple. Bah, ça pourrait être intéressant, effectivement, de savoir comment est-ce qu'on peut s'auto-hypnotiser. Alors, l'auto-hypnose, il faut bien le rappeler que ce n'est pas faire la poule et compagnie, hein, c'est pas de l'hypnose de spectacle, c'est juste un exercice de bascule entre deux systèmes de fonctionnement du cerveau. C'est ça. On reste conscient de tout, hein, il ne va rien nous arriver. Mais ça pourrait être très intéressant, effectivement, à débattre après avec nos participants, de voir comment est-ce que l'auto-hypnose peut être un bon moyen de réguler son stress, comme dans les autres stratégies dont on parle dans nos ateliers, en plus des autres, quoi. Mais ça peut être une piste intéressante parce Oui, que c'est à nouveau, c'est à notre portée, c'est là, c'est naturel, il n'y a pas de médicaments. exactement, tout à fait, ouais. Ouais, ouais, bah oui. D'ailleurs, on le voit, la médecine s'en saisit aujourd'hui pour les patients qui sont fragiles, quoi. Donc, ouais, ouais, tout à fait. C'est ça, c'est vraiment, ça peut vraiment être aidant et facilitant, tout à fait. Là, je vais vous proposer un autre exercice, si vous voulez bien. Est-ce qu'on est dans la conscience pleine ou la pleine conscience? Eh ben, on va plutôt essayer d'être dans la pleine conscience. En fait, la pleine conscience, ça va être d'essayer de réguler ces pensées un peu intrusives, ces monologues internes. Vous savez, on a des monologues internes un peu négatifs par moment. Euh, et donc, pour ça, il y a un exercice que je veux envie de vous faire faire, qui est de la pleine conscience et aussi un peu de ce qu'on appelle de la métacognition. Désolé, le mot est un peu compliqué, mais vous verrez, c'est assez simple. La métacognition, en fait, c'est juste conscientiser ses émotions. Je vous donne un exemple. Bah là, je suis en train de parler devant vous tous et je dis n'importe quoi, j'ai des pensées intrusives sur ce que je dois faire après et ça va gêner ma concentration. Donc, parce que voilà, j'ai plein de tâches à faire, j'ai du stress, etc. Et donc, où je repense à un conflit que j'ai eu avec une personne avant d'arriver et ça tourne un petit peu en boucle. Et donc, l'idée, c'est de conscientiser cette pensée, de la nommer, d'accord, en s'adressant à soi, à la deuxième personne du singulier, en disant, là, Florent, tu es en train de penser que tu as ça à faire après, réoriente ta pensée sur ce que tu as, sur la tâche là, ou là, nous, ce qu'on va faire sur cet exercice de pleine conscience. Donc, ce travail de régulation des pensées, on est sans cesse traversé par plein de pensées, mais c'est intéressant de pouvoir gérer ce flux de pensées. Ça sert à rien d'arrêter de penser, parce que plus vous allez vouloir arrêter de penser, plus vous allez penser, hein. Si je vous dis d'arrêter de ne pas penser à du chocolat, bah, vous penserez à du chocolat, d'accord? Donc l'idée, c'est juste de conscientiser sa pensée, la nommer en s'adressant à soi, à la deuxième personne du singulier, et de vous faire l'exercice qu'on va faire juste là pendant 3 minutes si vous êtes OK. Ça marche? Je vous propose donc là encore de fermer les yeux et de faire ce petit travail de pleine conscience. Pour ça, vous allez vous installer confortablement, de préférence assis, et vous allez tout simplement suivre le son de ma voix. Et déjà, le simple fait de fermer les yeux, ça vous permet peut-être de prendre conscience que les bruits, les sons auxquels vous ne prêtiez pas attention tout à l'heure, vous puissiez peut-être les percevoir maintenant un peu mieux. Peut-être même que vous arrivez aussi à mieux percevoir les fluctuations du son de ma voix.
Et alors que vous prêtez un peu plus attention au bruit environnant, au son, il est probable peut-être que pour certains d'entre vous, déjà des pensées commencent à les traverser en disant j'ai du travail ou qu'est-ce qu'il nous fait faire. Et l'idée, c'est juste de vous adresser intérieurement à vous, à la deuxième personne du singulier, en disant voilà, tu es en vous parlant à vous-même, en disant tu es en train de penser à ça, et juste de réorienter votre attention vers le son de ma voix. Et au même titre, peut-être que vous percevez un peu mieux les bruits, les sons environnants, c'est un peu la magie du cerveau, eh bien, il est probable, grâce à cette magie du cerveau, que d'autres sons et d'autres sens surtout soient activés, et que vous arriviez mieux à percevoir certaines sensations physiques, comme la sensation de vos pieds sur le sol, la sensation de votre dos sur le dossier de la chaise, ou encore la sensation de la veste, du t-shirt ou autre que vous portez sur les épaules. Et là encore, si à un moment donné vous avez une pensée qui vous traverse l'esprit, je vous invite à la nommer. Et en nommant cette pensée, vous vous autorisez à ce que celle-ci ne fasse que passer comme un bateau sur l'eau ou un nuage dans le ciel. Simplement concentré sur le son de ma voix et cette sensation de votre dos sur le dossier de la chaise. Et ce que je vais vous proposer maintenant, c'est d'imaginer que les mouvements de votre respiration, c'est comme une encre. Vous savez, quand le capitaine d'un navire est au large, eh bien, il jette l'ancre pour ne pas être emporté par le courant, le flot de l'océan ou de la mer. Eh bien, pour que vous ne soyez pas emporté par le flot de vos pensées, je vais vous inviter à vous focaliser, à orienter votre attention sur vos mouvements respiratoires. De faire de vos respirations une encre. Juste prenez conscience des sensations dans votre abdomen et votre cage thoracique lors de l'inspiration. Et les sensations dans votre abdomen et votre cage thoracique lors de l'expiration. Et là encore, si à un moment donné, vous avez une pensée qui vous traverse l'esprit ou une sensation ou une émotion, juste autorisez-vous à la nommer en vous adressant à vous, à la deuxième personne du singulier. Et de réorienter naturellement votre pensée vers votre respiration. Et les sensations dans l'abdomen, la cage thoracique lors de l'inspiration et peut-être les sensations de relâchement, de détente ou autre lors de l'expiration. Et là, juste pendant quelques instants, vous vous autorisez à être ici et maintenant, et juste en conscience de ces mouvements respiratoires. Et en intégrant qu'à force de pratique d'un exercice comme celui-ci, vous allez réussir à vous entraîner à pratiquer la pleine conscience. Et ainsi faire redescendre votre niveau de charge mentale et de stress. Je vais maintenant compter jusqu'à 5 et à 5, vous allez pouvoir rouvrir les yeux, revenir ici maintenant complètement relâché et prêt à poursuivre cet atelier. Sur le 1, vous pouvez bouger la tête. Sur le 2, respirez un peu plus fort pour vous mobiliser. Sur le 3, prendre conscience de la pièce dans laquelle vous êtes, de la position de votre corps sur la chaise. Sur le 4, prendre conscience du son de ma voix qui se fait plus fort, le débit plus rapide. Et sur le 5, ouvrir les yeux, revenir ici et maintenant. J'espère que tout le monde a pu revenir et que ces quelques minutes-là ont pu faire redescendre un petit peu le niveau de tension physique, de stress ou même le niveau de charge mentale. Et ça, bon, comme le voit le petit schéma, hein, ça permet de revenir sur des choses simples. Et là encore, c'est la pratique un peu régulière, même quelques minutes dans la journée, qui peuvent être vraiment, ça peut vraiment être salvateur. Là encore, ça nécessite une pratique.
Retour d'expérience, j'ai trouvé que c'était très efficace effectivement pour vraiment relâcher toutes les tensions. Mais si demain je veux le refaire et tu ne seras pas là devant moi dans cette webcam pour me guider dans ce travail, est-ce que peut-être tu as des recommandations de sites internet ou d'applis qui peuvent, parce que c'est une forme de méditation guidée si je ne m'abuse, C'est cet ça, exercice. exactement, ouais, tout à fait. Donc, bah, alors moi, je trouve qu'il y a une application qui est top qui s'appelle Petit Bambou. En plus, vous avez une dizaine de séances gratuites. Et si ça vous plaît, c'est un abonnement qui coûte même pas 9 euros par mois. Je trouve que c'est top, Petit Bambou. En plus, il y a plusieurs voix. C'est probable que certains, par exemple, soient pas sensibles au teint de ma voix, voilà, au timbre de ma voix, pardon, et qui souhaiteraient peut-être une autre voix ou une autre forme de voix. Et donc, vous avez plusieurs voix, des voix graves, des voix aiguës, des voix d'hommes, de femmes, etc. Donc, je trouve que Petit Bambou, c'est pas mal. Sinon, sur YouTube, vous avez des trucs assez simples. Et si vous voulez vous saisir de ce qu'on a fait, c'est assez simple. Je ferme les yeux, je nomme deux, trois bruits, deux, trois sons que j'entends. Je nomme les pensées intrusives en m'adressant à moi à la deuxième personne du singulier, en disant bah, Florent, tu es en train de penser à ça. Je réoriente ma pensée sur les bruits environnants. Ensuite, je peux réorienter mon attention sur deux, trois sensations physiques, les sensations de mon dos, sur le dossier de la chaise, mes pieds sur le sol, la température ambiante, voilà. Et puis ensuite, pareil, dès que j'ai des pensées trop intrusives, je fais ce travail de métacognition et ensuite je me refocalise sur ma respiration et les mouvements respiratoires. Vous voyez, c'est trois étapes assez simples avec cette espèce de fil rouge où dès que je suis un peu trop envahi par mes pensées et les petites histoires associées, eh bien je les nomme pour revenir ici et maintenant. Mais voilà. Et oui, sur YouTube, je ne sais plus si je l'ai dit, mais il y a des petites séances comme ça de pleine conscience qui sont vraiment top et répéter comme ça sur la journée, ça peut vraiment être salvateur. Il y a aussi un appareil, Oui, je une crois. espèce de boîte, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui permet d'avoir plein de séances de méditation guidée qu'on peut acheter sur Internet ou chez Nature et Découverte ou autre, qui, pareil, avec différentes voix, qui apparemment a fait ses preuves aussi si on ne veut pas utiliser son smartphone. Notamment, je pense à l'utilisation de ces exercices de méditation guidée dans le cadre de l'endormissement pour s'aider à se relaxer avant de dormir. Comme on déconseille de regarder son smartphone juste avant de dormir, c'est Ouais. contre-productif d'utiliser une appli. Et c'est la raison pour laquelle ils ont lancé cette petite boîte ronde dont j'ai oublié le nom, mais ça va me revenir. Ouais, voilà, bah, il y a plein d'outils aujourd'hui hein, qui sont vraiment à votre disposition si vous avez besoin d'être un peu plus accompagné, qui sont vraiment bien. Une autre stratégie de régulation, puisque je vois le temps qui passe, qui est importante, en fait, c'est un changement de paradigme. On a souvent cru qu'il fallait beaucoup travailler pour être efficace, alors que pas du tout. C'est pas tant la quantité qui fait la qualité du travail. J'aime faire le parallèle avec les athlètes de haut niveau. Pendant très longtemps, on pensait qu'un athlète efficient, efficace, c'était un athlète qui était tout le temps dans le dur, etc. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un truc qu'on appelait le surentraînement et qu'on pouvait arriver le jour d'une échéance sportive en surentraînement. Est-ce que c'est possible d'être surentraîné? Et ouais, surentraîné, ça veut dire que le corps eh bien, a une charge trop importante et ne va pas réussir à délivrer la performance le jour J. Et donc aujourd'hui, on se rend compte qu'un athlète, il a besoin de se faire masser, il a besoin aujourd'hui d'avoir un psychologue ou un préparateur mental quand c'est nécessaire, qu'il a besoin des fois de faire même d'autres activités sportives ou d'avoir d'autres activités en dehors de ce qu'il fait dans le quotidien, de faire des siestes, de bien manger, d'avoir des temps off, etc. Et là, c'est un peu la même chose pour, voilà, dans son travail, d'avoir cette nécessité de faire des pauses régulières, comme on l'a vu. On a vu que notre capacité de concentration, elle était limitée, qu'elle était aussi impactée ou associée ou en lien avec notre environnement, notre charge mentale, enfin notre environnement, notre état émotionnel, notre état physique. Ouais, si on est un peu malade, on va avoir plus de difficultés à se concentrer, à travailler. Et donc, comme tu le soulignais très justement, Léonie, s'autoriser à faire des pauses et sortir de ces trucs où on est dans le dur tout le temps. Voilà. Oui, il y a des travaux qui ont été faits sur la créativité. Et pour la petite histoire, il y a des grands chercheurs qui ont eu plein d'idées. Certains, c'était avec en étant dans le, en montant dans le tram, d'autres dans des contextes vraiment improbables. Et c'est là où ils ont eu des idées. Donc, il faut
C'est important de beaucoup travailler, on est d'accord, hein, mais qu'à un moment donné, c'est certainement les meilleures idées ou les moments où on est créatif, par exemple, dans des moments un peu off, un peu hors contexte. Et donc, il est essentiel vraiment que vous autorisiez, que vous organisiez tout simplement votre temps de travail avec ces pauses et que vous l'ajustiez en fonction de votre capacité à vous évaluer, de comment vous vous sentez. Petite parenthèse sur les pauses très rapidement, c'est pas parce qu'on fume pas ou qu'on n'aime pas et qu'il faut pas boire trop de café par jour qu'on ne peut pas faire de pause parce que et puis il y a des fumeurs qui fument aussi plus de cigarettes juste pour s'autoriser une pause. Voilà. En gros, pour déculpabiliser tout le monde, les pauses sont essentielles à la performance et à la créativité, comme tu viens de le souligner. Et je crois qu'il y a énormément d'études israéliennes à ce sujet notamment. Et donc, c'est pas parce que voilà, c'est pas forcément le tabac et le café. On peut tout à fait faire une pause pour juste respirer, faire quelques pas et se débrancher, quoi. Tout à fait, ouais. Et pour terminer, je vais conclure pareil avec cette, stratégie sur la gestion de la charge mentale, avec d'être attentif à l'effet zeiganique qui désigne en fait la tendance à mieux se rappeler une tâche qu'on a réalisée si celle-ci a été interrompue alors qu'on cherche par ailleurs à la terminer. Désolé pour la phrase compliquée. En gros, j'entame, je dis n'importe quoi, l'écriture d'un mail, j'interromps d'un mail important, j'interromps cette écriture parce que je dois répondre à un collègue ou je dois partir en réunion, eh bien, ça va rester en fond de roulement, en quelque sorte, d'accord? Et tant que cette tâche ne sera pas faite, ça va rester, voilà, et ça peut contribuer à augmenter ma charge mentale. Et donc, ce qui va être très important, si vous voulez la soulager, que vous n'avez pas le temps de finir une tâche importante parce qu'elle demande du temps ou autre, écrivez-la. Comme ça, vous savez que vous n'aurez pas à l'oublier, d'où la nécessité de faire la to-do list. C'est tout bête ça, hein, mais d'écrire pour libérer de la charge mentale. J'ai pas eu le temps de finir ce dossier important ou ce mail important, je l'écris et je sais que c'est à ma disposition et là, vous allez réduire votre charge mentale. En fait, c'est sous l'effet de la motivation d'une tâche interrompue qui doit être, en fait, en gros, qu'on va la mémoriser pour ensuite derrière l'achever. Je prends l'exemple des serveurs. Vous voyez, notamment cette chercheuse Zeiganic, quand elle a fait notamment travailler sur des serveurs, elle s'était rendue compte que les serveurs, ils avaient une capacité à retenir de manière très précise la commande du client. OK. Et puis, une fois que la commande était servie, eh ben, ils ne se souviennent absolument pas de ce que le client avait demandé. Par contre, il était en capacité de maintenir la commande du client jusqu'à ce que la commande soit réalisée. Vous voyez? Donc, vous concernant, ça c'est vraiment important, c'est de réussir à être attentif à cet effet-là. Et l'autre point, soyez là encore très attentif. Pardon, dernier point. Est-ce que c'est utile dans la to-do list d'utiliser par exemple des stabilos de couleurs pour prioriser en fonction des tâches? C'est-à-dire qu'en gros, je dresse tout, parce qu'en fait, on rajoute, et à la fin, on voit juste une liste noire et blanche de ce qu'il y a. Et en fait, il y a certaines personnes qui préconisent d'utiliser, donc par exemple, pour les choses très urgentes, j'en sais rien, moi, le stabilo jaune, moyen urgent, le stabilo orange, et pas très urgent du tout, stabilo vert. Mais comme ça, tout de suite, quand on attaque sa to-do, on va directement sur les jaunes d'abord, et ainsi de suite. Je ne sais pas si c'est vraiment un bon conseil ou pas. Ouais, effectivement, ouais, tout à fait. Après, il faut s'approprier ce truc-là avec des stratégies qui correspondent, mais tout à fait, ouais, s'il y a des codes couleurs, c'est très bien. Ouais. Et puis surtout, le dernier point, vraiment, soyez attentifs aux multitâches. Le cerveau peut pas faire deux choses en même temps, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, d'accord? Si j'écris un SMS pendant que j'écoute quelqu'un, soit je suis plus concentré sur le SMS, soit je suis moins concentré sur la conversation. Voilà, donc on peut pas faire deux trucs en même temps. Vous pouvez pas répondre à un mail et répondre à un SMS en même temps. Vous pouvez pas répondre à un mail et écouter une réunion, etc. Vous voyez, donc soyez très attentifs à ça, parce qu'on a souvent tendance, et en fait, on le fait tout le temps, mais ça a un coût cognitif très très fort. Il faut vraiment être prudent là-dessus. Voilà pour moi, c'est tout pour ce deuxième atelier, 14h01. On n'est pas particulièrement précis en termes de timing, mais s'il y a des questions ou autres, ou que vous avez le temps, on peut prendre quelques minutes de plus pour y répondre, il n'y a pas de problème.
Et sinon, vous pouvez bien sûr poser vos questions dans Mon Défi Santé sur la plateforme. On y répondra avec plaisir dans les prochains jours. Voilà. Merci beaucoup, Florent et Léonie. Je regarde effectivement, là, il n'y a pas de questions qui arrivent. Mais comme l'a dit Léonie, n'hésitez pas à poser vos questions sur la plateforme. Donc, on est bon? On est bon, ouais, parfait. Et ben écoutez, On se donne rendez-vous le vendredi 27 pour le dernier atelier, vendredi 27 avril. On se retrouvera même heure, vendredi 27. et n'hésitez pas, si pendant ces 2 ateliers, il y a des thèmes qui vous ont vraiment intéressé, ou des outils que vous avez des thèmes, enfin des dimensions un peu conceptuelles ou théoriques que vous voulez que j'approfondisse, ou des outils, vous dites, bah, tiens, est-ce qu'il n'y en a pas d'autres? J'aimerais aller plus loin. Voilà, n'hésitez pas. Moi, j'ai des idées pour le 3e atelier, mais si vous voulez être acteur un peu et qu'il y a des trucs qui font sens pour vous, n'hésitez pas. En fait, n'hésitez pas à écrire via la plateforme, comme ça, en mettant en titre pour le 3e atelier. Et comme ça, nous, on reçoit ces souhaits de sujets et on pourra les transmettre à Florent pour la construction de ce 3e atelier. Voilà. Merci beaucoup, Florent. Merci à vous. Merci, Florent. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.